Dallon du Trail, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans votre émission 100% sentier, de 100% passion. Et les passionnés, bah écoutez, hein, on est là jusqu'à 19 heures et on en a des passionnés ce soir, puisqu'ils sont trois. Et j'accueille Frédéric Julien, bah, l'espoir du trail, le pays. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Jérôme. Voilà, j'accueille également donc Nicolas Vriama, que je ne connaissais pas avant aujourd'hui, mais c'est vraiment un plaisir. On a dit plein de choses avant l'antenne. Nicolas, donc, qui est le directeur de course du Trail du Volcan. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Jérôme, ça me fait plaisir d'être parmi vous ce soir. Avec plaisir, avec plaisir. Et Roger Picard aussi, que je ne connaissais pas et que j'accueille avec grand plaisir. Donc, président du club ACC, c'est bien ça, et organisateur du Petit Bénard. Bonsoir Roger, comment tu vas? Ça va bien Jérôme, bonsoir. Voilà, donc ce soir, donc jusqu'à 19 heures, on sera là pour parler de l'actualité du trail à La Réunion. Et l'actualité, bien entendu, on va commencer avec la Panonaise qui s'est tenue hier. Est-ce que vous avez suivi un petit peu les résultats, Frédéric? Juste pour le Capos, donc j'ai vu que JC avait terminé premier et Corinne Emma première féminine. En plus, là, c'est pareil. Donc, en gros, on prend les mains mais on recommence. C'est bien ça? Oui, voilà, ils sont deux fois gagnants, donc c'est super pour eux. Voilà, donc, alors pour l'info, Gilles s'est félicité, qui avait gagné il y a quelques semaines de ça le Trail de l'Éden. Donc là, il remet ça, il gagne à nouveau, en plus devant le Mauricien, un Judex du Rhône. Et du côté des féminines, donc c'est ta copine Corinne Emma. Exactement, qui remporte et l'Éden et la Panonaise. Donc elle est bien lancée pour ce challenge de l'Est. Et ouais, et Corinne, qu'on salue bien sûr, Corinne qui m'a confié donc vouloir s'aligner également sur la Salasienne. La Salasienne que tu connais un petit peu, Frédéric. Oui, j'ai participé à la première et à la deuxième édition, une très belle course que je conseille à tous les coureurs. Cette année, je ne sais pas si j'aurai la chance de la faire, mais en tout cas, ça reste un très bon souvenir. Bah bien sûr, puisque c'était ta première victoire en 2013, l'année dernière. Oui, l'année dernière, en effet, j'ai gagné la Salasienne, donc que du bonheur de gagner cette course. Alors la Salasienne qui aura lieu le 29 mai prochain, c'est bien ça, et on va recevoir Élisée Boyer qui viendra nous parler de cette course. Est-ce que tu te souviens un petit peu le souvenir de cette victoire quand tu pars? Est-ce que tu pars vraiment ça t'a fait quoi, le sentiment que tu as ressenti pour cette première grande victoire dans le trail, dis-moi? J'en revenais pas, c'était incompréhensible, incroyable de passer cette ligne, de savoir que ça y est, je suis la première féminine, j'ai gagné la course, donc c'était vraiment un grand bonheur. Un grand bonheur. Donc on reçoit également Nicolas Vriama, donc directeur de course du Trail du Volcan. Nicolas, oui. Dis-moi, il y avait une course il n'y a pas longtemps, du côté du Volcan également. Là, c'est pas le même tracé, dis-moi. C'est pas la Transvolcano, c'est pas la Costan aussi. C'est une course assez particulière parce qu'on veut mettre en avant tous ceux qui sont passés pour la première fois sur le site du volcan, c'est-à-dire réhabiliter un petit peu la mémoire des premiers guides qui ont accompagné les géologues sur le massif du volcan. Donc en fait, c'est une épreuve culturo-sportive. Il n'y aura pas simplement l'aspect performance, il y aura aussi l'aspect historique qu'on va essayer de mettre en avant avec mon compère Fernand Payette qui n'est pas là ce soir, mais vous pourrez quand même le contacter et sera présent sur le site du départ le 1er mai sur la plaine des Cafres. Il y a Roland Chan également, l'incontournable Roland Chan qui devait être présent ce soir. Malheureusement, donc il n'a pas pu faire le déplacement, qu'on salue bien sûr. Alors justement, un tracé comme le Trail du Volcan, Nicolas, dis-moi, comment ça se prépare, comment ça se réfléchit en amont? Comment vient l'idée finalement quand on organise une course? C'est une épreuve qui devait se faire depuis 2013. La maison du volcan étant en réflexion actuellement, Roland n'a pas pu avoir l'autorisation avec le conseil régional, c'est le conseil régional qui chapeaute en fait tout ce patrimoine sur le plan local. Et ensuite, il n'a pas pu avoir toutes les autorisations possibles. Et à l'époque, je lui avais dit, Roland, au lieu de faire le 1er mai, pourquoi pas le faire le 31 décembre? Parce qu'il n'y a pas d'épreuve en fait le 31 décembre. C'était pas possible par rapport à tous ces désagréments sur le plan logistique. Alors cette année, même si la maison du volcan n'est pas encore opérationnelle, il a pu quand même avoir l'autorisation de la maison du volcan, du parc et de l'Office national des forêts pour mettre pour la première fois cette épreuve en place. Je pense que ce sera une première et on attend plus de 400 personnes sur cette belle épreuve. Donc on reviendra sur cette superbe épreuve qui nous attend donc du côté du volcan, bien entendu.
Et bien sûr, le Petit Bénard, on va parler également du Petit Bénard parce que, chose assez exceptionnelle, ce soir, on reçoit donc deux organisateurs et Roger, donc Roger Picard, président donc, du club l'ACC, est là également pour nous parler un petit peu du Petit Bénard. Alors, en quelques mots, le Petit Bénard, c'est quoi, Roger, dis-moi? Bah, c'est une course de montagne. Déjà, nous, on cherchait auparavant un parcours pour s'entraîner dessus. Et quand on a découvert tous les sentiers qui montaient au Petit Bénard, ben, on a voulu faire en profiter ça à tous les licenciés qui sont fans de montagne, quoi, en fait. D'accord, le Petit Bénard qui existait déjà avant ou pas? Oui, oui, ça fait quand même 13 ans qu'il existe. Bon, moi, j'ai pris les commandes il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et pendant 2 ans, on n'a pas pu faire le Petit Bénard par rapport, il y avait le feu au Maïdo. Alors justement, quand tu prends les commandes d'un club comme ça, avec une organisation de course, la charge, on dort encore la nuit, on a le temps d'aller s'entraîner, comment ça se passe, Roger, dis-moi? Ben, ça se passe pas trop mal, mais dormir la nuit, c'est moins bien. C'est moins bien, c'est Oui, moins bien. c'est moins bien parce qu'avec le boulot et pour gérer le club, ça demande énormément de travail. Alors combien d'adhérents sur ce club? Ben, nous, on a à peu près une quinzaine d'adhérents. Et voilà. Donc on fait avec ça. Et pour les bénévoles, on en a pas mal aussi. Alors comment ça se passe justement? Parce que les bénévoles, on le sait, c'est quand même une partie centrale, une partie vraiment essentielle dans l'organisation d'une course. Combien de bénévoles, par exemple, sur une course comme le Petit Bénard, dis-moi? Ben, pour le Petit Bénard, on est peut-être à 40 bénévoles. C'est suffisant, 40? On sent qu'on peut gérer avec 40 ou... Si on peut gérer avec 40, parce qu'après, si on met plus de bénévoles sur le parcours, on dirait que c'est pas une course. Parce que c'est comme si on déroulait un tapis rouge et tout le monde suivait le tracé. Nicolas, dis-moi toi à ton niveau sur le Trail du Volcan, combien de bénévoles? Pour cette épreuve, on va dénombrer plus de 100 bénévoles. Plus de 100 bénévoles sur le Trail du Volcan. 100 bénévoles, quand je dis 100 bénévoles, ça va de la sécurité, la surveillance du parking, le ravitaillement et ensuite sur le site d'arrivée. Parce que c'est une épreuve qui traverse quand même le parc. Donc il faudrait comprendre toutes les dispositions. La circulation est libre, donc il faudrait qu'on pense aux usagers aussi. On va doubler tous les aiguilleurs en fait sur les différents postes. Bien sûr. Alors dis-moi, les bénévoles, on n'en parle pas beaucoup, mais qu'est-ce qu'ils sont importants, hein? Qu'est-ce qu'ils sont importants? Qu'est-ce que les bénévoles représentent vraiment pour vous dans l'organisation d'une course? Et vous savez, les bénévoles, jusqu'à maintenant, on ne s'est pas trop attardé en fait sur cette fonction, parce que c'est pas un métier en fait de bénévole. Vous savez, c'est une grande entreprise, mais c'est une entreprise qui n'est pas rémunérée. Parce que c'est pas uniquement à La Réunion, quand vous regardez la métropole, vous avez le syndicat, mais si vous faites le recensement de tous les bénévoles qui existent, parce que c'est un président d'association, c'est aussi un bénévole, c'est pas des gens qui sont recensés. La force d'une association sportive ou la force de la performance d'un athlète repose sur l'implication des bénévoles qui se donnent à fond pour mettre à la disposition de tous ceux qui gravitent autour d'eux un peu de bonheur, Les bénévoles sont là pour ça. Mais, vous savez, c'est toute une philosophie, c'est toute une culture. On ne devient pas bénévole comme ça du jour au lendemain. Il faut avoir quand même ce souci du don de soi. Parce que si vous n'avez pas ce don de soi, vous aurez du mal quand même à intégrer la vie du bénévolat. Alors justement, Nicolas, un directeur de course du Trail du Volcan, comment finalement on recrute un bénévole? Sur quelle base, sur quelle fonction? En fait, quand là vous parlez de recrutement, il faudrait passer par une campagne de sensibilisation pour leur faire comprendre que chaque membre est important dans la mise en place d'une organisation. Pour l'épreuve du volcan, j'ai bien dit à tous ceux qui sont en aval, quand vous avez terminé votre mission d'aiguilleur ou de ravitailleur, vous devez partir en amont pour renforcer tous les dispositifs, pour faire en sorte que cette épreuve soit belle. Et vous savez, pour qu'une épreuve soit belle, il faudrait que l'organisation soit crédible. Et cette crédibilité passe sur un professionnalisme tout en étant amateur. C'est ce que je demande à tous les bénévoles, d'être très professionnels dans leur mission. Alors dis-moi, est-ce que tu as le sentiment, parce que tu côtoies également d'autres courses, que parfois justement, parce qu'on sent en t'écoutant
que la fonction du bénévolat, c'est une fonction très importante et à prendre vraiment au sérieux. Et c'est quelque chose que j'admire. Est-ce que tu sens parfois sur certaines courses, d'autres courses qu'on ne citera pas bien entendu, qu'il y a un certain laisser-aller et que les bénévoles ne prennent pas vraiment au sérieux leur tâche? Le bénévole, vous savez, c'est la tête en fait qui décide. Si vous leur transmettez votre enthousiasme, si vous leur transmettez votre passion, il n'y a pas de souci, ce sont des gens qui vont vous suivre. Parce qu'ils regardent en haut comment ça se passe, comment on gère, comment on communique avec eux. Il faudrait aussi leur dire, vous n'êtes pas les derniers roues de la charrette, vous faites partie intégrante en fait de l'organisation. Vous avez autant de valeur qu'un directeur de course, vous avez autant de valeur qu'un secrétaire, et ainsi de suite. Sans bénévoles, il n'y a pas de manifestation sportive. Et ça, il faudrait aussi que les athlètes qui viennent sur une épreuve, avant de critiquer l'organisation, pensent quand même à tout ça. Ces bénévoles, si vous êtes là en tant que compétiteur, c'est parce que eux, les bénévoles, ils sont là. Donc tu es en train de me dire que les champions, c'est aussi les bénévoles? Pour moi, ce sont des champions, les bénévoles. Frédéric, quand on entend ça, moi je dis alléluia, quoi, super, quoi. Frédéric, dis-moi, sur une course justement, quand tu fais ta course, je sais que tu es dans ta bulle, et on y reviendra tout à l'heure, l'importance des bénévoles qui, comment dire, un bénévole, quand tu arrives sur un point de ravitaillement, qui sait exactement ce que c'est un trailer, ce dont il a besoin, ce qu'il a besoin d'entendre. Est-ce que c'est important pour toi, dis-moi? Ah oui, c'est très important. Ils sont là pour nous encourager. Dès qu'ils nous voient, ils nous demandent ce dont on a besoin. Ils nous prennent le sac, ils remplissent le camel directement. Ils sont là, ils nous proposent tout ce qu'il y a à manger. Sans eux, c'est vrai que la course ne serait pas pareille. Et est-ce que toi-même, déjà, par le passé, tu as déjà essayé, tu as été bénévole sur une course? Oui, pour l'université, j'avais été bénévole sur le Trail du Colorado et c'était une sacrée expérience de venir, d'organiser les ravitaux pour les coureurs. C'est que du bonheur en fait de pouvoir aider les autres, on est content, on sait de quoi ils ont besoin quand ils arrivent, quand ils viennent nous voir. D'accord, dis-moi, tu partages un petit peu, Roger, cet avis-là? Oui, oui, tout à fait. Parce Totalement. que sans bénévoles, je pense, comme dit Monsieur Ariana, on ne peut pas faire de manifestation sans bénévoles. D'accord. Donc, alors, on reviendra tout à l'heure là-dessus. Frédéric sera sur le travail du volcan, c'est bien ça, Frédéric? Oui. Mais éventuellement, si vous cherchez une bénévole supplémentaire sur le petit Bénard, non, Ah mais il n'y a pas de souci. il n'y a pas de souci, mais voilà, s'il y en a une supplémentaire. Donc voilà. Donc c'est vrai, c'est important ce que vous dites là, et c'est vrai qu'on le souligne pas assez malheureusement, c'est que les bénévoles font un travail tout simplement exceptionnel. Et on profite de cette occasion ce soir vraiment pour leur tirer un grand coup de chapeau, parce qu'ils sont des centaines, voire des milliers sur toutes les courses, chaque week-end. Ils sont là, ils donnent vraiment de leur personnalité. Moi je me souviens, j'avais fait une course du côté le Trail Grand Ouest, et il y a 2 années de ça, et il y avait un bénévole qui était resté là dans le brouillard, il faisait froid, il était emmitouflé, je ne sais même pas si c'était un homme ou une femme, tellement voilà, mais il était là pour me donner la direction, et je me suis dit, mais c'est incroyable, il reste là, mais voilà, il donne, comme tu disais tout à l'heure, Nicolas, il donne vraiment de sa personne, et vraiment, on aimerait ce soir saluer tous ces bénévoles qui nous écoutent, et leur dire que c'est aussi les champions, Frédéric? Oui, un grand merci à eux. Voilà. Il faudrait un jour, vas-y Nicolas, oui. Oui, c'est-à-dire si on parle au niveau performance, vous avez un athlète qui va mettre 2 heures pour faire l'épreuve. Et vous savez, le bénévole, parfois il passe 5 heures sur le site. Donc ça aussi c'est une performance qu'on doit saluer. Et les bénévoles, au-delà de leur présence sur une épreuve sportive, je dirais aussi ce sont les ambassadeurs de la culture réunionnaise, c'est-à-dire le savoir-faire, l'accueil. Ce sont les ambassadeurs aussi de la sauvegarde du patrimoine, parce que les bénévoles sont là aussi pour vous dire courez propre. Pour moi, ce sont des éco-citoyens qu'on met à la disposition des compétiteurs. On peut même lancer une idée ce soir aux organisateurs que vous êtes et aux autres également. Pourquoi ne pas lancer lors de la remise des récompenses sur les podiums, on se dit, ben voilà, peut-être un représentant de bénévoles, lui remettre un petit trophée à la fin, voilà, pour mettre peut-être en avant ces bénévoles qui font vraiment un travail exceptionnel. On a vu qu'il y a un trophée qui avait été remis à Didier Mussard, et on reviendra tout à l'heure sur la Caldera, donc son geste fair-play par rapport à René-Paul Vitry, lors de la victoire commune sur le Caldera Trail. Donc là aussi, ça serait peut-être sympa, un petit clin d'œil à nos amis bénévoles et remettre un trophée aux représentants de chaque course. Pourquoi pas, en tous les cas, l'idée est lancée. Donc pour revenir sur la Pannonnaise, 173 coureurs à l'arrivée.
Ils étaient apparemment donc quelques similitudes. Tu connaissais un petit peu le parcours ou pas du tout, toi Ah non, pas du tout. Tu l'as pas fait, hein, tu as cette Non, course, hein? pas du Non. Alors justement, Frédéric, dis-moi, quand tu choisis ton calendrier, comment, en début d'année, comment tu le choisis? Est-ce que tu le choisis ou tu te dis, allez, ce week-end, j'ai rien à faire, boum, pas de Zumba, je vais faire une course? Non, je choisis pas forcément. Après, c'est au feeling. Je regarde un peu le planning des cours. Je regarde celles qui ont l'air intéressantes. Et puis, bon, bah, je m'inscris, pourquoi pas. Et D'accord. après, je vois ce que je peux faire, si je suis dispo, si je suis en forme. Là, on se lance. Voilà, c'est vraiment à la sensation, hein. Oui, voilà, c'est vraiment que du plaisir à chaque fois. Je regarde ce qui me plaît. Le parcours a l'air intéressant. Donc, on y va. On y va, on y va. Donc vraiment pas mal de similitudes entre la Panonaise et le Trail de l'Éden, il y a quelques semaines de ça. Donc Gilles s'est félicité qui gagne chez les hommes, suivi de Judex Duron et Didier Barré donc en troisième position. Et chez les féminines, donc c'est ta copine Corinne Emma du Capos qui gagne. Il y a Karine Jean-François également. Et Corinne m'a confié tout à l'heure vraiment que c'était une bagarre vraiment pas mal acharnée pour la victoire. Et Myriam Loireau qui avait déjà fait donc, qu'on salue bien sûr, qui avait déjà fait troisième sur le Trail de l'Éden. Parle-moi un petit peu de la vie du Capos. Tu es licencié depuis 2 ans. Oui, ça fait 2 ans que je suis au Capos, mais je m'entraînais pas du tout avec le club. J'avais participé à un relais en 2012. Cette année, donc du coup, j'ai commencé pareil avec 2 relais, le relais des Marrons et le relais de Saint-Benoît. Et ils ont organisé un entraînement spécial relais, donc j'y suis allée. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé les entraînements avec eux. Et maintenant, j'essaie de maintenir au moins un entraînement par semaine au Capos. Donc on est nombreux, certes, mais après, chacun a sa petite équipe, son petit groupe, et on travaille ensemble, on avance, et l'ambiance est très très sympa. Frédéric, 23 ans. 23 ans, tu es, et tu le sais aussi, elle le sait inconsciemment, tu es l'espoir du trail pays. Il y en a une qui était assise exactement à ta place il y a une semaine de ça. C'est Marcel Pli, que tu côtoies maintenant à l'entraînement, c'est bien ça? Oui, c'est devenu une grande amie maintenant. Alors justement, ça ressemble à quoi un entraînement avec Marcel? Bah, déjà, on est ensemble lors des entraînements au Capos, donc ça c'est avec tout le groupe. Et puis nous, le week-end, on a un petit groupe à part. Et on part de bonne heure, 4 heures du matin ou avant. Et on se fait une petite sortie, une grande sortie au cœur des cirques ou au volcan. Ça change, ça varie le week-end. Parce qu'elle m'a dit, attention, parce que Frédéric Julien, il faut, dans la montée, elle tient avec moi, elle y reste avec moi, comme elle m'a dit. Et il faudra vraiment surveiller Frédéric Julien, c'est vraiment l'espoir du trail Péry. Donc, tu imagines, quintuple vainqueur du Grand Raid qui te dit ça, c'est quand même incroyable, hein. Oui, c'est incroyable, c'est fou. Je ne reviens pas qu'elle dise quelque chose comme ça. Après, j'essaye d'accrocher, j'essaye de faire au mieux, j'essaie de la suivre. Elle est de bons conseils, elle est toujours là. Et c'est un grand moment de partager les sentiers avec Marcel. Alors justement, Frédéric, il y a quelques temps de ça, il y a quoi? Il y a 2 semaines maintenant, hein, tu étais sur la ligne de départ avec Marcel également. Ça fait quoi? Ça fait quoi justement de se dire, il y a Marcel Pli, donc ma copine, qui est là, sur la même ligne de départ que moi, et son grand retour après son grand raid, sa victoire du grand raid en 2010, ça a fait quoi? Il y a un sentiment d'émotion fort à ce moment-là? Bah oui, courir avec Marcel Puy, je pense que tous les coureurs en rêvent. Et là, ça a été une grande première et je suis vraiment très très contente pour elle qu'elle termine cette course deuxième. Elle doit être très heureuse et encore, elle s'est perdue. Donc c'était un grand moment de bonheur et j'espère en avoir d'autres comme ça sur les courses avec elle. Alors justement, on va en parler un petit peu, hein, parce que c'était ce Caldera Trail, on en a beaucoup parlé. Tu fais 5e, c'est bien ça, hein, Frédéric? Oui. Comment tu l'as vécu, comment tu l'as ressenti ce Caldera Trail? Alors toute la première partie jusqu'au volcan, elle était bien. Bon, après certes, les conditions étaient difficiles, il pleuvait, on était dans le froid, mais jusqu'au volcan ça allait. Mais après c'est vrai que le passage volcan, Foc et toute la descente était assez difficile. Les conditions étaient vraiment affreuses, mais bon après ça fait partie de l'expérience du trail. Il faut bien passer dans toutes les conditions. On ne peut pas avoir tous les jours du soleil, du beau temps. Moi je connaissais pas du tout là, le vent, le froid, la pluie. C'est une sacrée expérience et une sacrée épreuve. Une sacrée épreuve où tu termines vraiment une très très belle 5e place. Alors on va pas remuer le couteau dans la plaie bien entendu, mais messieurs, il y a eu plein de choses qui se sont dites à propos du Caldera Trail. C'est quoi votre sentiment en tant que justement organisateur, votre regard extérieur par rapport à tout ce qui a pu se dire? Il y a eu des incompréhensions,
Nicolas, par exemple, dis-moi ton sentiment sur cette course. Vous savez, Patrick Giraudet, donc, il a eu quand même cet honneur de mettre cette épreuve en place. Vous savez, dans toute organisation, il y a souvent des petits couacs. Mais il ne faudrait pas jeter la pierre uniquement à l'organisateur. Parce que je sais que tous les compétiteurs ou toutes les compétitrices, quand vous êtes dans votre monde, quand vous êtes dans votre moule, c'est-à-dire vous faites abstraction de tout ce qui se passe à droite ou à gauche. Et heureusement, il y a les bénévoles pour pouvoir vous aiguiller. Il y a les bénévoles. Mais en dehors de ces hommes, on met un dispositif de sécurité en place, la rubalise. Et comme Frédéric vient de le dire, vous avez des petits malins qui s'amusent parfois à enlever la rubalise. C'est vrai, l'organisateur est responsable, mais d'un autre côté, je tire quand même une sonnette d'alarme pour faire comprendre aux gens et à tous ceux qui gravitent autour, enlever la rubalise, c'est premièrement amputer la victoire d'une personne, et d'un autre côté aussi, c'est peut-être engendrer toute une situation dramatique, parce qu'il n'y a plus de dispositif de sécurité, et ça peut être vraiment très dangereux. Alors, je pense que s'il y a des Réunionnais ce soir qui nous écoutent à l'antenne, il faudrait qu'ils fassent preuve quand même de civisme. Parce que enlever la rubalise, parce que moi je pense que c'est un garçon, il a dû faire le nécessaire, et il y a peut-être des personnes qui ont dû enlever la rubalise au dernier moment. Et le site du volcan, comme Frédéric, c'est sa première expérience, je pense, dans des conditions extrêmes, la rubalise dans le brouillard, ça ne se voit pas. Parce que toute la rubalise qu'on utilise sur le plan local, c'est la rubalise de couleur blanche et rouge. Or, pour avoir participé à l'UTMB en métropole, je peux vous dire, même nuit, boue, brouillard, là-bas ils utilisent la rubalise fluo. Fluo, et ça se voit de très très loin. Et sur le plan local, il faudrait qu'on arrive à ce dispositif. Parce que pour moi, les marges de nuit, les compétitions de nuit, c'est vraiment des mesures de sécurité. Ensuite, sur ce circuit, je connais très très bien ce circuit. C'est un circuit quand même, vous ne pouvez pas vous tromper. Je dis bien, vous ne pouvez pas vous tromper si vous êtes suffisamment lucide. Or, vous savez, au bout de 5 heures, 6 heures, 10 heures, quand vous êtes tétanisé par le froid, vous perdez le sens de l'orientation. Je ne suis pas là pour défendre M. Giraudet, mais j'essaie d'expliquer, de trouver quand même des explications pourquoi autant de personnes se sont perdues. Et quand vous êtes dans une course, il suffit qu'il y en a un qui prend une direction pour que derrière vous en avez 20 qui suivent aussi la même trajectoire. D'accord, donc Nicolas Abriama, directeur de course du Trail du Volcan, donc le 1er mai prochain. Frédéric, est-ce que tu as connu un petit peu sur le Caldera Trail des problèmes d'aiguillage, de balisage ou pas du tout? Ou tout pour toi était nickel? Non, je me suis trompée vers le Textor. Pas longtemps, mais je pense que j'ai dû perdre 7-8 minutes quand même. Et à part ça, non, rien d'autre. D'accord. Et dis-moi un petit peu, Roger, toi, ton sentiment, ton regard justement d'organisateur, ton regard extérieur par rapport à ce qui s'est dit sur le Caldera Trail, c'est quoi ton sentiment, dis-moi? Honnêtement, on ne peut pas juger une association parce que ça a mal tourné. Déjà, il faut penser, réfléchir à ce qui a pu se passer. Et comme dit Nicolas, il y a des petits malins qui enlèvent les balises. Et donc, une fois la balise enlevée, on est incertain du parcours. Et je pense que c'est peut-être pour ça que les gens ont dû se perdre. Et en plus, avec le froid, comme il faisait là-haut, il pleuvait, les gens, quand ils voyaient plus de balises, ils sont plus rassurés. Et là, à mon avis, ils commencent à aller un peu dans n'importe quelle direction. D'accord, d'accord. Donc on va faire une petite pause publicitaire. On va revenir juste après ça. Écoutez, à tout de suite. Les Amis du Trail organisent le Vertical Run 3. La Coupe de France de kilomètres vertical de Skyrunning, la 4e épreuve du Challenge Montagne Saint-Roland. Un contre-la-montre individuel le dimanche 11 mai sur le mur de la Roche écrite. Avec comme invité d'honneur Matteo Jacquemoun, recordman de l'ascension du Mont Blanc avec Kylian Jornet. Attention, inscription jusqu'au 30 avril. Et on ne change pas la formule conviviale avec Réchauffé. Le Vertical Run 3, le dimanche 11 mai. Plus d'infos et inscriptions sur le www.lesamidufrail.com. Le Vertical Run 3.
Trail Réunion présente la première édition, le Trail de Sainte-Marie, 78 km, le dimanche 10 août, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Sentier-Juré, Pémazoune, Pécabo, la Montée-Parois, très dure et unique, Rocher-Crite, Grand Figuier, Montauban, la Bretagne, Sainte-Marie, départ à 4 h du matin, la première édition, le Trail de Sainte-Marie, 3 000 € pour le vainqueur, 1 000 € pour le deuxième et 1 000 € pour le troisième, de nombreuses récompenses à gagner, le Trail de Sainte-Marie, une course de prestige, avec la ville de Sainte-Marie, le quotidien, Pizza Délice, First Réunion, inscription et paiement en ligne, www.sportpro.re, pour possibilité de récupérer les bulletins d'inscription au 06 92 62 45 54. Les places sont limitées, respectez et gardez les sentiers de l'île propres. Décathlon, le journal quotidien, Air Austral et la ville de Saint-Denis sont heureux de vous présenter leur challenge de course de montagne avec 7 prestigieuses épreuves au programme. La boucle du bassin vital le 6 avril, le détour le 24 mai, la boucle de la Roche-Écrite le 27 juillet, le Camélia Raid le 24 août, le Raid Tuitui le 14 septembre, la course de l'Aille le 28 septembre et le Trail du Bassin Meuf le 9 novembre. Respect, amitié, partage et bonne humeur seront sur la ligne de départ. Vous aussi, soyez avec nous pour cette grande fête du Trail Pays. Un challenge qui récompensera non seulement les 10 premiers hommes et femmes, mais aussi tous les autres coureurs classés, grâce à un tirage au sort final avec de nombreux cadeaux à gagner. Pour plus d'informations, www.challengetrail.re ou le téléphone 06 92 92 51 92. Le challenge de course de montagne. De retour dans votre émission Trail 100% Trail, 200% Passion tous les lundis sur Radio First Réunion de 18 h à 19 h. Et ce soir donc j'accueille Nicolas Avriama, directeur de course du Trail du Volcan. J'accueille également Roger Picard, président du club La CC et également donc l'organisateur du Petit Bénard. Et bien sûr Frédéric Julien, notre espoir. Marcel l'a dit, Marcel a dit, Frédéric Julien, c'est l'espoir du Trail Pays. Messieurs, après avoir discuté une demi-heure avec elle, Nicolas, c'est quoi ton sentiment quand tu l'écoutes? Moi, je partage l'avis de Marcel Puy. Elle ne me connaissait pas, mais moi je l'avais vue, je l'avais même encouragée en fait sur la Salazienne. C'est une fille qui a 23 ans, elle a déjà une marge de progression très importante. Elle n'est pas usée encore par les efforts. Elle a commencé prudemment, donc elle maîtrise son sujet. Elle a commencé d'abord par les petites courses. Elle se sent mieux maintenant sur les longues. Les longues, donc elle a fait déjà le grand raid. J'ai pas vraiment de conseils particuliers à la donner. Effectivement, il nous faut ce genre de locomotive pour pouvoir rivaliser avec l'armada qui arrive à l'extérieur. Parce que la pauvre Marcel, à un moment donné, se retrouvait vraiment toute seule. Et sur le plan local, en regardant un petit peu les résultats des unes et des autres, je sens qu'on a un petit potentiel qui commence à émerger. On n'est pas là pour pouvoir contrer ce qui arrive de l'extérieur, mais il faudrait qu'on arrive à véhiculer aussi les performances de ceux de la région. Alors justement, Frédéric, est-ce que tu as un petit peu ce sentiment-là? Tu te dis oui, parce que finalement, comme féminine, jeune féminine espoir en tous les cas, est-ce que tu as un petit peu cette pression sur les épaules? Tu le ressens ou pas du tout? Non, pas encore. Pour l'instant, moi, je prends vraiment du plaisir à courir en montagne. Après, oui, quand je fais un résultat, un classement, je suis vraiment contente. Mais bon, à la base, je ne suis pas encore là dans la performance, de vouloir tout gagner. Moi, pour l'instant, c'est vraiment qu'une partie de plaisir, de découvrir les sentiers, de profiter de la montagne. Bah justement, là pour l'instant c'est du plaisir, mais apparemment plaisir rime avec performance avec toi. Est-ce qu'il n'y a pas un lien étroit entre finalement le plaisir et la performance? Si, ça doit être, oui, ça doit être lié quelque part. Peut-être qu'un jour, je déciderai de vraiment m'entraîner à fond en course à pied pour pouvoir performer. Mais pour l'instant, c'est pas l'objectif principal. Mais ça semble être lié. Alors Marcel qui avait gagné son premier grand raid en 1995, 7 minutes devant Mireille Siri, une autre grande dame du Trail Pays. Donc elle avait que 25 ans. Donc vraiment c'est tout ce qu'on te souhaite. 5 grands raids à ton actif, t'imagines, ça serait énorme. Ça serait énorme. Messieurs, elle a dit quelque chose qui m'a touché, moi. Voilà, performance qui rime avec plaisir. C'est ton sentiment là-dessus, Nicolas, dis-moi. Exactement. C'est-à-dire la performance est étroitement liée au plaisir. Si vous n'éprouvez pas du plaisir, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif voulu. Quelqu'un qui vient par contrainte ne peut pas réaliser une performance. Et cette montagne donne cette facilité, c'est-à-dire de plaisir, de découverte. Quand vous êtes en train de découvrir, de communiquer
d'être en harmonie avec cet environnement multicolore, ça vous pousse. Ça ne se joue pas au niveau des jambes, ça se joue beaucoup plus sur le plan mental. Si on n'éprouve plus du plaisir, on va se lasser assez rapidement. Et il sera des contraintes pour venir aux entraînements. Et si je regarde Marcel et Frédéric, il y a beaucoup de similitudes là, par rapport à ce que tu viens de dire. 23 ans, 25 ans. 23 ans, 25 ans. Mireille Sévry, maintenant elle est 23. Toujours présent, toujours présent sur les courses. C'est une grande dame. Avec toujours le sourire. Et on revient au niveau du bénévolat. Mireille a basculé de l'autre côté. C'est-à-dire elle prête toujours son concours aux organisateurs, aussi bien sur Syros et l'association Grand Rennes. Parce que Mireille Sévry est toujours servie pour l'association du Grand Rennes. Alors juste une petite anecdote, hein, Mireille, si tu nous entends, t'embrasse bien bien fort, une dame que j'adore, vraiment, vraiment. Une grande dame du trail, elle aime pas, elle ne viendrait jamais s'asseoir là où vous êtes parce qu'elle n'aime pas être montrée, mise en avant, on va dire. Et je me souviens l'année dernière sur la Cimassa, et ben elle était là juste avant d'attaquer le sentier. La route qui mène au début du sentier Jutalite, elle était là avec sa petite voiture qui était là et elle était là à proposer aux gens. Bon, elle avait certains coureurs qu'elle souhaitait ravitailler. Mais voilà, elle proposait déjà son sourire qu'elle offrait avec la plus grande nature du monde, comme elle sait si bien le faire, mais surtout, elle proposait vraiment voilà, un petit biscuit, un petit gâteau patate, des trucs comme ça. Et ça, je trouve ça énorme. Vraiment, Mireille Séry, si tu nous entends, eh ben, tu viens quand tu veux, même quand tu veux pas, tu viens, parce que vraiment, ça sera un grand, grand plaisir, un grand honneur de te recevoir ici sur l'émission Les Talents du Trail. Dis-moi, je me tourne vers toi, Roger, là, quand je vois les veines et les mollets, la grosseur de tes mollets, forcément, je me dis, toi, ça doit y avoir de la performance. Est-ce que le plaisir dans la course de montagne est important pour toi? Oui. Comme disait Nicolas, si on n'a pas de plaisir dans la montagne, on n'avance pas. Mais dites-moi, alors, messieurs, alors, toujours sur toi, Roger. Alors, Roger Picard, dont je rappelle, un président du club l'ACC, et l'organisateur donc du travail le Petit Bénard, donc le 26 avril, donc dimanche prochain. Samedi, c'est samedi, hein, d'accord, autant pour moi, c'est samedi. Donc, mais les trailers, en fait, ils souffrent, on les voit souffrir, ils ont mal, quoi. Il est où le plaisir là-dedans, Roger, dis-moi? Ben, la nature, ce qu'ils découvrent tout en montant, en traçant les sentiers, tout ce qu'ils vont découvrir sur le parcours, ben, ça va quand même leur donner la force de gravir les efforts qu'ils ont fait. D'accord. Oui, Nicolas. Oui, quand vous parlez en fait de souffrance, je savais que Nicolas allait voilà, il m'a dit, il a levé la main, il a levé le doigt pour dire qu'il faut que... La souffrance, quand vous regardez une femme accoucher, elle souffre, mais elle trouve beaucoup de plaisir aussi à la naissance de son enfant. Actuellement, le trailer souffre, mais l'attente, l'objectif principal, c'est ça aussi le plaisir. Le plaisir d'atteindre. Cette souffrance vous permet aussi de mieux vous connaître, d'apprendre à mieux cerner un certain nombre de problèmes, et ainsi de suite. Il ne faudrait pas placer souffrance comme beaucoup de personnes ont tendance à dire la souffrance, il faudrait des médicaments, et ainsi de suite. Non, c'est pas ça la souffrance en fait. La souffrance, pour moi, la souffrance, c'est aussi le plaisir. Parce que si on ne souffre pas, on ne peut pas éprouver du plaisir et encore moins réaliser une performance. On regarde tous ceux qui font des résultats, ils vont vous dire, le dernier souffre, nous aussi on souffre. Le premier et le dernier, la souffrance existe, quelle que soit l'épreuve, et quelle que soit la place en fait de la compétitrice ou du compétiteur. Frédéric, tu partages cet avis? Est-ce que tu passes vraiment par cette phase de souffrance pour justement, à la recherche finalement de ce plaisir? Est-ce que ça passe par une souffrance nécessaire? Bah oui, forcément, quand on est en montée, ou même quand ça fait longtemps qu'on court sur le plat, oui, on a mal. Mais au fond, on aime ça parce qu'on sait ce qu'il y a au bout et on veut y arriver, on veut l'atteindre parce qu'on sait aussi qu'à l'arrivée, ce sera vraiment la libération, ce sera du bonheur, on sera fiers de nous. Il y a les gens qui nous attendent, il y a la famille, les amis. On a envie de réussir pour eux. De réussir pour eux, voilà, ça c'est bien, ça aussi, de réussir pour les autres. Je me tourne vers toi, Roger Picard, donc l'organisateur du Petit Bénard, donc ce samedi, d'accord. Oui. Alors le Petit Bénard, combien de kilomètres, combien de dénivelé,
Je ne connais pas du tout la course, personnellement. Alors renseignez-moi, donne-moi toutes les informations, j'ai envie de savoir. Bon, alors déjà, le départ se donnera à la chaloupe Saint-Leu sur le stade. Donc on est à 900 mètres d'altitude. Donc on démarre à 900 mètres d'altitude déjà. Exactement, oui. On D'accord. démarre à 900 mètres d'altitude et on va monter jusqu'à 2200 mètres d'altitude. D'accord, donc ça fait un beau petit dénivelé là, Ça Frédéric. fait hein. 1100 mètres de dénivelé positif. Ouais. Et tout en sillonnant les pâturages, les sentiers, les forêts. Et ensuite on redescend sur la chaloupe. Donc, ça serait une boucle en fait. Voilà, ce sera une boucle. D'accord. Donc autant de dénivelé positif que négatif. Oui. D'accord. En termes de ravitaillement justement, combien de ravitaillement sur cette course? Alors, en ravitaillement, il y aura, donc à l'arrivée bien sûr, il y aura un départ et arrivée. Il y aura, hormis l'arrivée, il y a 1, 2, 3, 4 ravitaillements. 4 ravitaillements. Voilà, 4 ravitaillements. Et quelles sont les particularités justement de ce petit Bénard? Qu'est-ce que les coureurs... Alors combien de coureurs inscrits pour le moment là? Bon, pour le moment, on est à peu près à 130 inscrits sur cette course-là. D'accord. Les inscriptions se terminent quand? On va se terminer vendredi. Vendredi, d'accord. Et si on souhaite s'inscrire justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel numéro appeler? Alors il faut... Attends, Alors on laisse les auditeurs également prendre un stylo, hein, c'est important de noter. Lui il a sorti son super sac et son classeur dans lequel il a toutes les informations. Frédéric, le petit Bénard, tu connais un petit peu ou pas? Non, du tout, j'ai jamais fait cette course. Pas du tout. Pas du tout. Ce serait intéressant. Ça serait intéressant. Alors dis-moi Roger. Alors, si les personnes veulent s'inscrire au Petit Bénard, alors ils peuvent appeler sur le fixe au 02 62 54 73 45. Tu peux répéter s'il te plaît, comme ça les gens ont le temps de bien noter. Au 02 62 54 73 45. Je vois que Frédéric est en train de noter, donc ça c'est bon signe. Et il y en a un autre numéro aussi, mais toujours un fixe, au 02 62 54 87 71. 02 62 54 87 71. Ou sur un portable au 06 92 06 13 31. Est-ce qu'il y a un bulletin d'inscription téléchargeable sur un site ou pas de bulletin d'inscription? Non, pas Non. de bulletin d'inscription sur un site. On peut s'inscrire donc jusqu'à vendredi, hein, c'est bien ça? Voilà, exactement. Juste Par simple appel téléphonique ou s'ils peuvent passer au bureau à la chaloupe, c'est pas. D'accord. Alors justement, Roger, dis-moi, quel esprit tu souhaites véhiculer à travers la course du Petit Bénard? Quel esprit vous souhaitez-vous, toi et les bénévoles, bien sûr, les membres de ton club, la CC, véhiculer, mettre en avant à travers cette course? Déjà, pour découvrir les sentiers de Saint-Leu, et surtout sachant que Saint-Leu est la voisine de Cilaos, donc arrivé au Petit Bénard, on a un super point de vue sur Cilaos qu'on peut découvrir et c'est grandiose. Et même tout au long du parcours, c'est quand même, on a un panorama énormément joli. On a en montagne et par place on a la mer. On a même vu sur le village, sur la ville de Saint-Leu et tout, c'est extraordinaire. Frédéric, je sais pas toi, mais moi j'ai déjà envie. Là, Moi aussi j'ai envie. j'ai noté les numéros de téléphone. Donc, et si on souhaite venir encourager, parce que c'est important également, on parlait des bénévoles, on parle des coureurs bien sûr, on parle des gens qui constituent donc l'association et le club, mais on va dire les gens des sentiers, les gens du trail. Si on veut venir encourager donc les coureurs, à quel endroit est-ce qu'on peut se positionner? On a plusieurs endroits. Déjà au départ on peut assister, après on va monter sur les pâturages environ 6 km plus haut sur la route, comment ça s'appelle, sur la route de Putonaya. Déjà là on peut voir les coureurs passer. Ensuite ils reprennent les pâturages et ils vont arriver sur la route qui mène vers Téblade. Et de là ils vont pouvoir assister leurs coureurs sur à peu près 850 mètres de chemin. Et après, au retour, ils vont couper la route au niveau du sentier Piton Rouge, la route du Tévarem, pour redescendre sur la chaloupe. Est-ce qu'il y a des cabris, des chefs qui sont déjà lancés, des coureurs élites déjà ou pas? Parce qu'on a des têtes d'affiche? Pour l'instant, on a Patrick Essol. D'accord. Qui va venir, qui va faire. D'accord. Chez les féminines?
Féminine, non, on n'a pas encore de tête d'affiche. Là pour l'instant Frédéric 50% motivé, hein, donc il reste encore 50%, mais... Ce sera une bonne chose si elle veut. Donc justement, avant de parler du travail du volcan qui lui aura lieu, et c'est Nicolas qui nous en parlera donc le 1er mai prochain, c'est un jeudi, hein, donc un jour férié bien sûr. Frédéric, j'aimerais, donc toi aussi tu as été du volcan en début d'année. Oui. D'accord. C'est la Transvolcano, alors parle-moi un petit peu de cette course. Bah, deuxième course que je gagne, donc forcément encore une arrivée grandiose, j'en revenais pas. Et bah, en fait les sensations étaient là. Après je m'étais bien préparée aussi, donc avec Marcel Puy, avec Marie-Noël Bourgeois qui était encore sur la Réunion. On a fait pas mal de sorties au volcan. On a fait aussi le relais du volcan avec les filles du Capos. Donc j'ai eu pas mal d'entraînements en altitude. J'avais commencé aussi les entraînements de piste, de fractionner avec le club. Donc oui, j'étais plus ou moins bien préparée et les sensations étaient là et j'ai pris vraiment que du plaisir encore une fois à parcourir ces kilomètres à travers le volcan et puis de monter au sommet aussi, ça a été la belle surprise de cette année. Mais au final, quel panorama, c'était magnifique. Mano, si tu nous entends en Nouvelle-Zélande actuellement, hein, donc un gros bisou, hein, de la part de tous les talents du trail ici à La Réunion, pense bien fort à toi. Et donc voilà, victoire sur la Transvolcano. Mais apparemment, donc, cette course qui fait partie du challenge City Sport, c'est bien ça? Oui. Et tu fais aussi partie du team Nike City Sport. Oui, ça fait. Bah là, j'ai renouvelé mon contrat, donc ça va être la deuxième année que je fais partie. Alors parle-moi un petit peu de l'ambiance, un petit peu qui y a dans ce team de Nike City Sport. Bah, chez les filles, donc il y a Hortense Beck, que tout le monde doit connaître. Il y a Elisabeth Legros, il y a Anatia, Eugénie Mareux, Isabelle Roux aussi qui vient d'intégrer le team. Chez les garçons, on a les deux Jean-Louis, donc prénom. On a Fabrice Poirot, on a notre directeur donc, du team, chef de produit Bertrand Vienne. Donc on a vraiment une superbe équipe, une superbe ambiance, on s'entend bien, on se donne des rendez-vous, on fait des sorties pique-nique, c'est vraiment très très sympa. Vous allez vous entraîner ensemble alors? Oui, bah, on essaye de faire quelques sorties ensemble. Ils étaient là sur la caldeira, heureusement, pour me ravitailler et faire mon assistance, parce que c'est vrai que sans eux au volcan, j'aurais été pétrifiée et congelée par le froid. Donc ils sont là, ils nous suivent, ils nous soutiennent. Hortense qu'on salue, Hortense qui avait terminé donc 3e. Hein. Oui, elle a fait une très très belle course. D'ailleurs, j'ai eu la chance de faire toute la première partie jusqu'au Textor avec elle. Et je suis vraiment aussi très très contente pour elle qu'elle finisse 3e. Ça a été un beau classement. Elle a fait vraiment une très très belle course. Oui, Bravo, Hortense Begg, hein, qui est aussi fait 3e donc, sur le trail des Anglais, est vraiment très très en forme en ce début de saison. Et on va parler également de cette diagonale finalement, de cette diagonale de l'année dernière, parce que comme tu le disais tout à l'heure, tu as commencé en 2010 avec la course du Géranium qui aura lieu en mai prochain. Tu as commencé par des petites courses, Cala, Colorado, Trail des Anglais, et petit à petit donc comment s'est fait justement ce passage de petite à moyenne et grande course? Je regardais tout simplement le kilométrage des courses, donc du 15 km, 20, 30. Après, ça a été la Transvolcano avec 50 km. Je me suis lancée après sur la Caldera. Et je me suis dit, ça y est, j'ai envie, je veux tester le Grand Raid. Mais malheureusement, je n'ai pas eu ma place en 2012. En 2012, hein, c'est ça. C'était un petit peu la déception. Et je me suis rabattue sur le Raid 974. Et ça a été aussi une très belle course, une très belle expérience, très belle aventure. 3e féminine d'ailleurs. Oui. Tu te souviens de ton temps ou pas? 23h, je crois. 22h57. 22h57. Alors justement, Frédéric, quand on fait des courses en 2h, 3h, 4h, et que tout d'un coup, à 22 ans, on bascule sur près de 23 heures de course, ça fait quoi à l'organisme? Ça fait quoi au mental? En fait, je me sens bien sur les courses longues parce que je prends mon temps, je peux apprécier le paysage, je rencontre des gens, on partage cette nature au final avec plein de coureurs, on rencontre du monde, on essaie d'accrocher avec eux. Et en fait, c'est génial, moi j'adore ça. Alors justement, c'est Sophie, Sophie Blard, qui était venue du petit Décathlon, qui était venue également il y a quelques semaines ici, qu'on salue, et qui nous disait exactement la même chose que toi, qu'elle nous disait que voilà, plus c'était long, en fin de compte, plus les trails étaient longs, plus elle appréciait, plus elle pouvait finalement
s'épanouir à travers vraiment ces longues distances. Parle-moi un petit peu de cette expérience de la diagonale, parce que finalement, tu as fait le Grand Raid l'année dernière, c'est bien ça, en près de 45 heures. 45 heures de course. Donc là, c'est plus 22 heures là. Comment tu as vécu ce Grand Raid? Bah déjà, je voulais partir sans aucune pression parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Le froid, la nuit aussi dans les sentiers que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas comment j'allais gérer tout ça. Donc je suis partie sans pression, vraiment tranquillement. Je savais que j'avais du monde pour m'encourager, pour m'assister sur le parcours. Et puis au fil des kilomètres, je me suis sentie bien. C'est vrai qu'il y a eu des passages difficiles, notamment parce que j'ai eu un problème au genou, mais au final, au bout d'un moment, on oublie cette douleur, on continue à avancer, on avance, et on se rend compte que l'arrivée, elle est plus si loin. Et là, la famille est là, les amis sont là, ils nous encouragent, ils sont avec nous sur les sentiers, et on avance, on termine la course, on passe l'arrivée, et waouh, on a terminé un grand raid. Et justement, est-ce que tu es passé par cette phase où tu te disais je peux plus, il faut que j'abandonne, c'est trop dur? Est-ce que tu es passé par cette phase? Oui, mais ça dure un petit instant. On arrive, on voit un panorama et ça y est, c'est reparti, ça repart, on avance, on oublie et on continue. Dis-moi, Roger, elle a fait son grand raid, elle avait quoi, 22 ans, c'est ça? 23 ans. 23 ans, c'était la plus jeune. La plus jeune. Ça t'inspire quoi, faire un grand raid à 23 ans? Bouche bée, t'as pas de mots. Bouche bée, voilà, j'ai pas de mots. Nicolas? À 23 ans, nous à notre époque... Nicolas, t'en as 25, arrête Nicolas, tu as 25 ans. Arrête, en le voyant Nicolas. C'était très gentil, parce qu'à 25 ans, c'est-à-dire quand j'avais 25 ans, il n'existait pas encore le Grand Raid. Parce que vous savez, la genèse de tout ça, c'est depuis 1989. Ça a changé de nom. Après, bon, là, il faudrait remercier quand même Didier Lemaitre, parce que c'est le premier qui a eu quand même cette petite éclair de dire pourquoi pas traverser la Réunion. Et je me rappelle, au départ, c'était au Barachois. Il fallait monter par la Providence, la Rochefoucauld, pour arriver sur le nez public tremblé. Alors, je peux vous dire, là, c'était la galère, parce que la plupart d'entre eux, il fallait faire quand même 16 km à la Gadoue. Et à cette époque-là, il y avait vraiment très peu de personnes. Ensuite, il y a eu une succession de noms, parce que bon, si je fais vraiment toute l'historique du Grand Raid, on ne parlera pas en fait du travail du volcan. Après, c'était la grande traversée, la cause de la pluie, et ainsi de suite. Parce que moi, à cette époque-là, ça n'existait pas. Bon, maintenant, à 23 ans, je dis comme ça, c'est très bien, mais il faudrait partir quand même prudemment. Parce que c'est une manifestation, c'est une épreuve sportive qui abîme énormément l'organisme, surtout les articulations, parce qu'à 23 ans, je ne pense pas qu'on est suffisamment formé. Parce que quand vous regardez tous ceux qui ont réalisé vraiment des performances, la plupart d'entre eux, ce sont des vétérans. Je ne parle pas au niveau des femmes. Au niveau des hommes, ce sont des vétérans. Quand vous prenez les Cléo Libel, quand vous prenez les Técher, quand vous prenez les Fontaines, toute cette bande, Sparon et compagnie, vous pouvez regarder au niveau palmarès, ce sont des gens qui étaient déjà vétérans, qui avaient déjà une résistance, qui étaient déjà bien formés sur le plan musculaire, sur le plan articulaire, et même sur le plan mental. Mais Nicolas, alors, d'accord, mais quand on voit, je me permets de citer, on le cite toujours, donc je vais citer en deuxième position, je vais citer Xavier Thévenard, 25 ans, qui gagne l'UTMB l'année dernière. On ne va pas citer Kylian parce qu'on en parle beaucoup, mais on peut citer également Kylian qui a déjà, bon, il a quasiment tout gagné, il est encore très très jeune. Est-ce qu'il n'y a pas justement cette nouvelle génération, et c'est quoi le risque à ton avis Nicolas, d'avoir cette nouvelle génération qui arrive peut-être trop tôt, je dis bien peut-être trop tôt dans le trail, et risque sur la santé plus tard lorsqu'ils auront 30 ans, 40 ans, à ton avis ça serait quoi? Parce que si on suit vraiment le parcours de Kylian Jornet, je dis c'est l'exception, c'est-à-dire contrairement aux autres trailers. C'est un garçon qui a toujours vécu à 1600 mètres d'altitude. Donc son organisme n'est pas comme le commun des mortels. Parce que c'est quelqu'un qui vit à 1600, quand vous regardez la plupart, on vit à 100 mètres ou 200 mètres d'altitude. Si on prend la genèse de tous ceux qui ont gagné le Grand Raid actuellement, soit ce sont des gens qui habitent en altitude, ou soit ce sont des gens qui s'entraînent énormément en altitude. Quand vous prenez Murat, il est à la plaine des Cafres. Quand vous prenez Maf, elle est à la plaine des Cafres. Quand vous prenez Marie-Louise, lui c'est quelqu'un que je vois sillonner
le Grand Bénat, le Petit Bénat, le Volcan et ainsi de suite. 4 fois vainqueur du Grand Raid. Hein. Quand vous prenez Cléo Libelle, c'est quelqu'un qui est originaire quand même du siècle 24, Cléo Libelle. Marie-Louise, c'est celui qui possède le plus beau palmarès en matière du Grand Raid de la Réunion et qu'on ne cite pas suffisamment. Alors lui, derrière Marcel puis, qui était donc Marie-Louise, qui était donc qui a donné le départ du bassin vital. C'est très intéressant ce qu'il dit là, Nicolas. Frédéric, dis-moi justement, est-ce que toi, tu fais vraiment attention à ça, à te préserver par rapport à ces grandes courses? C'est quoi? Comment tu raisonnes par rapport à ça, quand on a 23 ans finalement? Bah, c'est vrai qu'on s'en rend pas vraiment compte, on fait pas mal de choses. Après, c'est vrai que moi, je passe pas tout mon temps non plus à courir. Je fais beaucoup de salles de fitness, donc je pense que les impacts sont beaucoup moins importants. Après, j'espère que plus tard, je ne serai pas cassée. Alors justement, à quoi ressemble une semaine type de Frédéric Julien? Du lundi au vendredi à la salle, 2, 3, 4 heures par jour. Bon, maintenant, je me réserve mon mardi pour les entraînements d'athlétisme au Capos. Donc tu fais uniquement de la salle la semaine? Oui, pratiquement. Alors qu'est-ce que tu fais à la salle finalement? Je fais un peu tout, je fais du vélo, je fais des cours de renforcement musculaire, du cardio, que des cours collectifs. Pas de sentier du tout? En semaine, non. D'accord. Et ensuite, à quel moment est-ce que tu attaques les sentiers? Là, donc depuis janvier, depuis que je m'entraîne avec Marcel, c'est tous les samedis environ. D'accord, donc Nicolas, est-ce que tu es d'accord avec une très très bonne préparation qu'elle a, parce qu'il n'y a pas de traumatisme du tout sur le plan articulaire. Elle a vraiment une approche extraordinaire, parce que là il n'y a pas simplement les jambes, parce que c'est réfléchi ce qu'elle fait. Elle travaille énormément son cardio, donc elle a appris à monter son cœur. Même si elle ne fait pas de l'altitude, mais elle a quand même cette adaptation dans une salle. Et souvent, vous avez des gens qui alignent des kilomètres et des kilomètres pour réaliser une performance. Ce n'est pas en alignant des kilomètres qu'on réalise la meilleure performance. Il faudrait un entraînement ciblé. On doit cibler sur le gainage aussi bien lombaire, gainage abdominal, et travailler le cardio, c'est-à-dire pousser son cœur à monter vraiment très très haut. Quelqu'un qui arrive, bon, je prends un exemple, je ne sais pas, vous savez, de toute façon, quand on calcule la fréquence maximale d'aérobie, les 220, plus l'âge et compagnie, et moins l'âge, et ça vous donne quand même la fréquence maximale d'aérobie. Il faudrait se rapprocher ça au maximum. Quelqu'un qui se rapproche au plus près, forcément, on aura des meilleurs indicateurs pour pouvoir réaliser une performance. Quelqu'un qui a du mal à monter son cœur, il aura du mal aussi à enchaîner. Quand les autres vont avancer, cette personne-là sera en état de fatigue. Je pense que maintenant, les jeunes Réunionnais qui arrivent sur le marché en fait, du trail ne s'entraînent plus comme nos aînés. C'est réfléchi, c'est un travail réfléchi. On faisait référence à Kylian Jornet. Kylian Jornet, c'est un pro du trail. Parce que vous savez, ce garçon, quand il sort de la montagne, vous avez des médecins, vous avez des kinés, vous avez toute cette batterie en fait, de personnes qui remet tout le système en place pour qu'il puisse enchaîner des séquences d'entraînement. Je pense Frédéric, elle est dans un team peut-être sur le plan matériel. On l'aide, mais elle n'a pas tout ce staff médical. Donc on ne joue pas dans le même... en fait, tu es en train de me dire que Frédéric et Kylian, c'est deux Formule 1, mais qu'en fait, au niveau des ravitaillements, c'est pas les mêmes. Ah non, c'est-à-dire, bon, quand je prends Kylian Jornet, je l'ai vu, vous avez le team Salomon qui est là. Quand il arrive à ses postes de ravitaillement, c'est-à-dire tout est prêt. Le kiné est là, le médecin est là, et ainsi de suite. Mais ça, c'est au niveau des teams. Vous prenez quelqu'un qui n'a pas de team, pour le commun des mortels comme la plupart, mais lui, il faut qu'il se débrouille par ses propres moyens. Comme moi, par exemple. Mais comme toi. Ouais. D'ailleurs, tu n'as personne. Personne. Ça veut dire qu'en fait, quand on dit tout le monde est placé sur le même pied d'égalité, c'est faux. Quand vous avez tout ce staff derrière vous, ah ben tiens, j'ai un petit peu, ah ben je sais exactement ce que c'est, ça repart. Je prends le cas de Frédéric, si elle n'a pas cette assistance, cet accompagnement médical, ben, elles seront handicapées par quelqu'un d'autre. Quand je prends une fille comme Kevin, Eric qui est venu à La Réunion, vous avez tout un staff médical qui est derrière. Mais toutes ces personnes qui débarquent à La Réunion, ce n'est pas des novices, absolument pas. Il y a toute une stratégie, il y a toute une tactique au niveau de la course. Il faudrait que tous ceux qui m'écoutent, je ne suis pas celui qui possède toute la science infuse,
il faudrait qu'on s'entraîne différemment. En tous les cas, nous, on boit tes paroles, Nicolas. Et Frédéric, tu as noté que tu as 2 fans supplémentaires. Hein. Donc 1 million plus 2, ça fait quand même pas mal. Alors justement, Nicolas, on va rester donc directeur de course, je le rappelle, Nicolas Avriyama, directeur de course du Trail du Volcan. Parle-moi de ce Trail du Volcan, combien de kilomètres, combien de dénivelé, le départ, l'arrivée, les ravitaillements, je veux tout savoir. Bon, pour le Trail du Volcan, c'est une première édition, c'est la 2e épreuve du challenge City Sport. Voilà. Donc tu y seras, Frédéric. Hein. Bah oui, c'est la team qui organise. Voilà. Et comme c'est une fille qui monte très très bien, c'est une course vraiment pour elle. Ça fait 21 km d'ascension. Il n'y a pas de descente et c'est une épreuve en altitude. Quand on regarde au niveau de la terminologie, vous savez, les courses de montagne, il faut les dissocier quand même. Les courses de montagne et les trails. Parce que les courses de montagne reconnues par la Fédération internationale, c'est de 17 à 18 km maximum avec 1000 mètres de dénivelé. Et cette course ce trail du volcan, ça fait 21 km et vous avez plus de 1000 mètres de dénivelé. Donc, on est trail et course de montagne en même temps. Sauf que là, on monte jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Le départ sera donné à la maison du volcan, près des grands kiosques. Ensuite, on prend le GR, on passe sur les traces en fait des premiers porteurs. Et là, on va saluer au passage M. Georges Monlorette, qui est mort de froid sur cet itinéraire. D'accord, donc un historique également. Un historique. Voilà, c'est un parcours historique, au même titre que le Grand Bénard, que Roger, peut-être par modestie, n'a pas voulu que personne mette en avant, parce que c'est un site vraiment merveilleux. C'est le berceau vraiment des premiers esclaves. Là, vous avez la glacière, vous avez le Petit Bénard, vous avez la grotte du roi Pharaon, vous avez le Piton Rouge, et c'est vraiment un site merveilleux, mais chargé d'histoire. Et cette course, c'est pour ça que le Trail du Volcan, c'est une course culturo-sportive au même titre que le Petit Bénard. Mettre en avant, c'est-à-dire tous ses atouts. Pour nous, ce qu'on souhaite, c'est que tous les compétiteurs et tous compétiteurs soient les ambassadeurs en fait de la culture. Ce sont les ambassadeurs de la sauvegarde du patrimoine. Et pour moi, il faudrait que ce soit des éco-citoyens aussi en même temps. Je voudrais que ces personnes participent aussi comment vous dire ça, à sauvegarder notre patrimoine. Parce que c'était un mot à la mode, moi j'y crois énormément. Parce que quand vous regardez une course, et je pense que Frédéric et Roger, ils ne vont pas me démentir là-dessus, les trailers, il n'y a presque pas de déchets. Ceux qui salissent les sentiers ou l'environnement, c'est plutôt des randonneurs occasionnels et des pique-niqueurs. Mais au niveau des compétiteurs, il y a très peu de traces derrière. Parce qu'ils ont compris quand même, pour pouvoir sauvegarder ce patrimoine, il faudrait qu'on change complètement de comportement. Et si on ne change pas de comportement, on n'aura plus d'autorisation aussi pour pouvoir fréquenter ce sentier. Nicolas, pour l'instant, combien d'inscrits sur ce Trail du Volcan? Actuellement, on a 430. 430, et on va jusqu'à combien à peu près? On va aller jusqu'à 500. Et on peut s'inscrire jusqu'à quand? On peut s'inscrire jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi, parce qu'on va procéder à une première remise des dossards le 25 à City Sport de Saint-Paul. Deuxième remise des dossards le 26 City Sport de Saint-Pierre. Alors, il y aura toujours la possibilité de s'inscrire. Alors, si je souhaite m'inscrire justement, je fais quoi? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit en appelant le CAPC, le club d'athlétisme de la FNDCAF, soit Réunion Sport, qui est Roland. Roland que vous connaissez très bien. Avec son GSM, c'est 06 82 65 21 58. Ou par fax, 02 62 57 13 22. Ou par mail, rolandchan@yahoo.fr. On va juste répéter le numéro de téléphone. Oui, c'est le 06 92 65 21 58. Très bien, très très bien. Donc, de toute évidence, on a de quoi faire. Frédéric, des personnes que tu souhaiterais remercier avant, parce que l'émission, on pourrait rester la soirée à parler, bien entendu. Vous savez, quand on est passionné, quand on aime ça. Moi j'aimerais juste nommer Nicolas Avriyama, donc ambassadeur des courses, parce qu'il parle tellement bien des courses ici à La Réunion. Et ben voilà, hein, on est tous d'accord sur le plateau. Frédéric, dis-moi, tu souhaiterais remercier qui, quelqu'un en particulier qui t'encourage et qui te soutient Tous ceux qui me soutiennent, donc déjà il y a la famille, ensuite la team qui est là pour me soutenir, et puis tout mon petit groupe d'entraînement qui se reconnaîtra.
Ah, super, très bien, très très bien. Roger, dis-moi un mot, le mot de la fin, enfin le mot de la fin, on passera la parole après à Nicolas. Qu'est-ce que tu aimerais, tu souhaiterais citer, nommer, remercier? Ben, comme au début, tous les bénévoles qui vont assister samedi à la course pour rendre plus conviviale la course aux coureurs déjà. Et espérer aussi qu'il y aura assez de monde pour apprécier la nature que offrent les sentiers des. Alors la remise des dossards aura lieu où exactement, Roger? Ben, à la Chaloupe Saleux, D'accord, au bureau, au numéro de téléphone que je vous ai donné tout à l'heure. d'accord. Et s'ils ne peuvent pas venir dans la semaine, ben, samedi matin, ils peuvent retirer avant le départ. Parfait, très bien. Donc si vous avez rien à faire en tous les cas ce samedi 26 avril du côté du Petit Bénard, le mot de la fin pour toi Nicolas? Ben, d'abord, vous remercier de nous avoir invités. C'est tout un honneur. Le travail que vous faites. Remercier aussi tous les bénévoles par avance qui vont accueillir l'ensemble des compétiteurs. Remercier aussi les compétiteurs qui vont venir sur ce site et ensuite les encourager à transmettre cette flamme qui nous anime, cette passion aussi, et pour faire en sorte que notre île reste toujours belle. En tous les cas, voilà, donc je recevais ce soir Nicolas Briama, directeur de course du Trail du Volcan, Roger Picard, président du club de l'ACC et également organisateur du Petit Bénard, et bien sûr Frédéric Julien, la future grande championne du Trail pays. Frédéric, on te revoit où, sur quelle course la prochaine donc? Le Trail du Volcan, la semaine prochaine, le 1er mai. Voilà, la semaine prochaine, donc on vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h, et d'ici là, traînez-vous bien. Austral et la ville de Saint-Denis sont heureux de vous présenter leur challenge de course en montagne avec 7 prestigieuses épreuves au programme. La boucle du bassin vital le 6 avril, le détour le 24 mai, la boucle de la Roche écrite le 27 juillet, le Camélia Raid le 24 août, le Raid Tuitui le 14 septembre.